Your Excellencies, distinguished guests, Votre ladies Excellence, and gentlemen, Mesdames et Messieurs, it is truly an honor to c'est have un you honneur with de us vous this avoir evening ici ce soir and to have with us et 6 statesmen d'avoir who were avec nous instrumental in des crafting États the historic diplomatic qui nous process that ont led to the aidés unification of avec Germany in 1990. la réunification de l'Allemagne. Leur vision et leur leadership ont été essentiels pour mettre fin à la guerre froide. Nous sommes également heureux d'avoir dans l'audience Klaus Chariot, l'ambassadeur de l'ambassade d'Allemagne aux États-Unis. À l'écran, il y a une photo des ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique, France, Royaume-Uni et l'Allemagne de l'Est en 1990 qui se sont rencontrés à Berlin et qui, pour la séparation la réunification des secteurs séparés. Aujourd'hui, notre modérateur sera Dr. Brinkley, qui est professeur d'histoire à l'université de Rice. Et il va nous présenter les intervenants ce soir. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que deux de nos représentants vont parler dans leur langue langue maternelle. Et donc, vous avez des écouteurs pour cela. Si vous avez des problèmes avec vos écouteurs, levez la main et nous vous aiderons. Les questions de l'audience seront prises pendant la présentation. Donc, passez vos cartes jusqu'au bout de l'allée. Et donc, vos questions seront posées pendant la période de questions et réponses. Et indiquer l'intervenant à qui la question est destinée. Donc, je vais maintenant passer la parole à Dr. Brinkley. Merci d'être là ce soir à l'Université de Rice et au Baker Institute pour cette occasion historique. Nous avons un panel très important ce soir pour parler de ce qui s'est passé lors de la réunification de l'Allemagne et je vais les présenter. Ensuite, nous allons passer aux questions et nous aurons également donc des questions provenant de l'audience. Donc aujourd'hui, nous avons James Baker, le troisième, qui a été secrétaire d'État de 89 à 92. À côté de lui, nous avons Monsieur Roland Dumas, ministère des Affaires étrangères pour la République française de 84 à 86 et de 88 à 93. Bienvenue à Houston, Votre Excellence. À côté de lui, nous avons le monsieur qui installe son écouteur. Nous avons Monsieur Hans-Dietrich Genscher, ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne de 74 à 92. Bienvenue ici ce soir. Ensuite, nous avons Charles Paul, le secrétaire privé de Margaret Thatcher et John Major du Royaume-Uni de 93 à 91 et Markus Meckel, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique d'Allemagne d'avril à août 90. Bienvenue à vous tous. Je voudrais commencer par demander à chacun de vous poser une question. Quelle est la signification historique de la réunification de l'Allemagne? Je vais demander donc poser cela d'abord au secrétaire Baker. Je veux d'abord vous remercier. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont ici présents. Je sais qu'ils ont fait beaucoup de kilomètres. Monsieur Genscher vient d'arriver d'Allemagne et est venu directement ici, donc merci à vous. Je suis très content que Charles Paul soit avec nous. Il est venu très rapidement.
Je pense que c'est très facile de penser que la réunification de l'Allemagne était inévitable et vous pouvez dire que ça l'était effectivement. Une fois que le mur de Berlin est tombé, il était inévitable que l'Allemagne se réunifie. Mais la forme au niveau domestique et international n'était pas aussi clair et aussi inévitable. Après le 9 novembre, il y avait beaucoup de questions auxquelles nous faisions face. Tout d'abord, si l'Allemagne était réunifiée, sous quelle forme le serait-elle? Est-ce que ce serait une confédération, une fusion des deux Allemagnes quelles seraient les relations seraient-elles avec l'OTAN? Comment la réunification de l'Allemagne affecterait-elle les efforts pour mettre fin à la guerre froide? Et nous avons finalement répondu à toutes ces questions, mais je pense que tous mes collègues seront d'accord avec moi pour dire que cela a demandé beaucoup de travail. Il faut remercier beaucoup de personnes pour la réunification de l'Allemagne. Tout d'abord, j'en parlais à Monsieur Merkel il y a quelques instants dans mon bureau. Je pense qu'il faut parler de l'esprit de l'Allemagne, des gens de l'Allemagne. Il faut leur donner beaucoup du crédit. Les personnes d'Allemagne de l'Est voulaient souhaiter la liberté. Et le 9 novembre 1989, ils étaient prêts. Il faut aussi donner un peu de crédit tout d'abord au président Bush, Premier ministre Thatcher, grâce à leurs efforts et leur leadership, tout a pu être possible après la chute du mur de Berlin. Donc nous n'oublierons jamais également le rôle essentiel de Mikhail Gorbatchev et Eduard Shevardnadze, parce que c'était leur courage, leur décision courageuse de ne pas avoir recours à la force qui ont rendu tout cela possible. Je pense que nous pouvons être fiers de nos efforts. L'histoire nous a présenté nous a donné une fenêtre très étroite. Nous en avons profité pour travailler ensemble, tous ensemble. Les gouvernements, les leaders ont donc pu donner forme aux événements pour réunifier l'Allemagne et renforcer la sécurité, qui ont soutenu l'intégration économique de l'Europe et qui ont contribué à la fin de la guerre froide. Même si le travail n'était pas parfait, je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour dire que nous avons fait du bon travail. Merci. Ministre Dumas, est-ce que vous souhaiteriez prendre la parole quelques instants? Mais je vais en parler en français. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de me trouver là pour la deuxième fois à la Rice Université et de traiter pour la première fois de ce sujet de l'unification allemande. Les historiens qui étudieront plus tard cette période ne manqueront pas de constater que le régime de l'après-guerre a été le régime de Yalta, c'est-à-dire la division du monde. Les vainqueurs se sont répartis les territoires, les ont occupés, mais ils ont créé en même temps une situation qui ne pouvait pas satisfaire les Allemands, qui légitimement ont dès le début réclamé leur unification. Nous avons assisté pendant cette période à une lente mais progressive dégénérescence de la situation en Allemagne de l'Est. Nos échanges, nos ambassadeurs, nos communiqués, nos relations nous témoignaient de la difficulté économique de l'Allemagne de l'Est, de l'Europe de l'Est,
et nous sentions bien que cette situation ne durerait pas. Je me souviens même d'une conférence que j'ai faite à Berlin, dans laquelle j'avais dit le siècle, la fin du siècle, verra la fin du système communiste en Allemagne et en Europe orientale. C'était une prévision un peu insolente, mais qui correspondait aux informations que nous avons. Mais nous ne savions pas comment cela se terminerait. Et je trouve aujourd'hui assez amusant que tout le monde dise « mais on avait prévu la chute du mur de Berlin, on avait prévu l'unification ». C'est très, très agréable après coup. Mais le jour où le mur s'est effondré, a été abattu, il faut quand même rétablir les choses dans la chronologie. Le facteur déterminant, après de multiples réunions de protestations, de réclamations du peuple allemand, souvenons-nous des 2 ou 3 millions de gens qui se déplaçaient dans les grandes villes allemandes avant le 9 novembre, c'était des manifestations pacifiques mais importantes. Et il a fallu le 9 novembre exactement la décision du gouvernement de l'Allemagne de l'Est communiste, qui a pris la décision de libérer les frontières, d'annoncer que désormais les Allemands de l'Est pourraient aller librement dans l'Allemagne de l'Ouest, pour avoir là un facteur déterminant, et 2 à 3 millions à peu près d'Allemands se sont précipités comme un appel d'air vers là, ils en sont revenus tout de suite après, une sorte de va-et-vient, de vague qui se propage comme ça et qui revient. Donc c'est, si vous voulez, l'aboutissement, mais ce n'était pas un aboutissement prévu. La meilleure preuve, c'est qu'il a fallu très longtemps encore, presque 2 ans, pour que ce premier acte générateur de l'unification se concrétise dans différents accords. Je rappellerai par exemple que même le chancelier Kohl n'y croyait pas tellement, puisque 20 jours après la chute du mur, au Bundestag, il a fait un discours contenant une proposition en 10 points qui comportait la fédération entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, 10 points qui étaient des prêts, des ordres donnés et des facilités pour acheminer ce travail d'unification. Mais 10 jours après la chute du mur, c'est dire qu'on n'avait pas conscience de cette réalité. Et puis d'autre part, il a fallu que nous réglions encore un certain nombre de problèmes. Nous en parlions encore il y a un instant. On s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu, enfin, on le savait depuis longtemps, mais ça nous éclatait aux yeux que si l'Allemagne, d'Hitler, avait perdu la guerre, il n'y avait jamais eu de traité de paix avec l'Allemagne. Et que la situation internationale de l'Allemagne était laissée dans le contexte du du partage de Yalta. C'est alors qu'on a inventé, Hans-Dietrich Genscher, moi et quelques autres, la négociation originale du 2 plus 4. 2, les 2 Allemagnes, et 4, les 4 alliés. Les 2 Allemagnes invitant les 4 alliés à venir discuter du statut international de l'Allemagne unifiée. Donc, quelques jours après, et il a fallu 6 séances de négociation, 6 séances, dont la dernière s'est passée à Moscou en présence de Gorbatchev, avec la signature d'un traité qui a servi sui generis, qui a servi de traité de paix que nous n'avions pas. C'est donc dire que la chute du mur qui nous obsède aujourd'hui et qui est devenu un grand événement spectaculaire avec le relief du temps, les commentaires, les images, n'était en réalité que l'amorce de quelque chose qui allait se conclure sur 2 ans. Et je vais terminer. La véritable conclusion du mur de Berlin, elle se passe 2 ans après, lorsque l'Allemagne de l'Est, en 1900, je me tourne vers mon collègue, 2 ans après, a décidé de cesser d'exister. À ce moment-là, l'Allemagne de l'Est est entrée dans l'Allemagne de l'Ouest, est devenue l'Allemagne d'aujourd'hui. Donc il a fallu 2 bonnes années avant que du mur de Berlin jusqu'au traité qui a permis le 4 plus 2, le 2 plus 4 plutôt, de terminer la situation internationale de l'Allemagne dans ces conditions, il a fallu absolument que
ces 2 années s'écoulent et que la négociation continue. Donc ce n'est pas un événement, c'est le début d'une série d'événements. Great. Thank you very much. Merci beaucoup. Minister Genscher. Ministre Yep. Genscher. For me, on the 9th of Pour November moi, 89, le the 9 dream novembre became 1989, reality. tout est devenu réalité. It's not Ce n'est surprise to you. ce n'est pas une surprise pour I'm vous. born in the east of Germany. Je suis né en Allemagne de I left l'Est GDR at the age of 25 in et 52. de 1925 à 1952, j'étais en GDR, The wall is open. en RDA, et quand le mur Many people in Germany est tombé, thought, beaucoup some people de in personnes Europe en also. Allemagne le souhaitaient, mais It was not également en only Europe. German affair, C'était it pas was a seulement les European Allemands, affair. c'était un More or mur less, it was européen. a world affair because it was the end, C'était le début de la fin de la guerre froide. Donc le 9 novembre, le chancelier Kohl, pendant ce moment, il a reçu la nouvelle et nous avons décidé de revenir le lendemain. Mais nous avons également une réunion avec Lech Walesa pour les relations étrangères lorsqu'il est devenu ministre des Affaires étrangères de la Pologne. La chute du mur signifie la réunification de l'Allemagne. C'est un grand jour pour les Allemands, mais c'est aussi un grand jour pour la Pologne, parce qu'avec une Allemagne réunifiée, son voisin, l'OTAN elles sont maintenant membres de l'Union européenne. Donc ça a eu un impact important pour ces pays. Par le passé, l'évolution, les protestations, le 7 juin pour la première fois en RDA. Les tanks soviétiques ont arrêté les manifestations en 56, en 68, en Pologne également. Mais en 89, c'était une situation toute nouvelle. En Pologne, ce n'était pas la Pologne, ce n'était pas la Hongrie. On pouvait voir en 89 qu'il y avait une révolution pour la liberté. Les gens qui sont descendus dans la rue méritent d'être reconnus. 70 000 personnes ont protesté à Leipzig. Et avec un mot, nous sommes le peuple. Nous, le peuple. Nous sommes le peuple. Nous sommes une nation. Et cette révolution pacifique ne pouvait pas être stoppée. Mais l'Ouest voulait donc préparer un cadre stable pour une révolution pacifique et sans aucun danger pour la stabilité de l'Europe. Il y avait beaucoup de gens qui étaient préoccupés pour la stabilité de l'Europe et l'OTAN était de loin le plus sage dans sa réflexion, qui en disant que l'obstacle à la réunification de l'Allemagne, il fallait donc
il fallait cette réunification pour obtenir la stabilité. Et donc nous remercions cette coopération, le soutien de nos idées. Nous avons beaucoup de gratitude pour ceux qui changeaient d'opinion. Et dans cette salle, nous devons donner du crédit au leadership russe qui a été décisif pour la réunification avec donc les États-Unis, bien sûr. Président Bush, le secrétaire Baker, qui n'ont pas hésité et qui ont soutenu de façon très claire la réunification. Et nous sommes très contents que nos voisins, les Français également et les Britanniques, nous aient soutenus. Pour expliquer donc malgré la position de Madame Thatcher, qui nous sera expliquée bien sûr. Donc merci. Je suis heureux d'être ici. Merci aux États-Unis pour votre aide dans ce point historique décisif. Lord Paul. Donc, je pourrais parler de l'opinion de Margaret Thatcher, mais j'aimerais dire tout d'abord que je pense que dans les années 80, c'était une décennie incroyable dans l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un élan avec la création des Nations Unies et de l'OTAN. Et donc les années 80 ont été une période incroyable. L'économie et la confiance des pays s'est trouvée renforcée dans les années 80 avec Reagan. Et il a soutenu Margaret Thatcher, ce qui a beaucoup changé le Royaume-Uni. Et tout comme en France ou en Allemagne, en Europe en général, la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne tombe dans cette ère. En 89, nous avons réussi ce que nous voulions depuis 1945, une Europe pacifique unie avec au milieu, au cœur même de l'Europe, une Allemagne réunifiée, et ce qui a pris beaucoup d'années. Et bien sûr l'aide d'un homme extraordinaire, Gorbatchev, mais surtout le courage du peuple en Pologne, en Tchécoslovaquie. Ce sont eux qui, au fond, ont lancé le processus. Le processus a été lancé, mais ce ne serait pas produit sans la décision individuelle et le courage des gens qui étaient prêts à protester pour ce qu'ils voulaient, pour leurs droits. Donc pour moi, c'est une occasion historique incroyable. Tout ce que nous avons fait pendant la guerre froide a eu une signification, et je vais m'arrêter là. Merci. Monsieur Merkel, merci. Je pense qu'il c'est intéressant d'être ici et d'écouter les différentes opinions. J'ai grandi en Hongrie communiste et donc dans une maison protestante. Donc j'étais un petit peu éloignée de cette société au départ en raison de mon enfance. Mon père venait donc de l'Allemagne de l'Est
Et ensuite, après avoir été emprisonné, ensuite a été emprisonné en Russie. Donc, les responsabilités de la Seconde Guerre mondiale sont un point important pour l'Allemagne. Et donc, et d'avoir cette expérience communiste de mon enfance, que j'ai vécue pendant mon enfance, faire partie de l'opposition et de l'Église a été également important. Nous avions une Église indépendante en Allemagne de l'Est. Nous avions cette expérience que si vous pouviez voir quelques changements en Europe de l'Est, les tanks russes seraient envoyés en 56 en Hongrie, en 68 en Tchécoslovaquie. Donc, et on avait peur pour nos vies. Et seulement au milieu, après, dans la deuxième moitié des années 80, avec Gorbatchev, le changement a finalement été possible. Donc, je voudrais tout d'abord mentionner que nous avons beaucoup de gratitude envers Gorbatchev. Pas seulement pour nous en Allemagne de l'Est, mais également pour la Pologne et la Hongrie, qui, au départ, ont commencé à changer la situation nationale. La Hongrie, qui est passée à l'Ouest à petits pas. Nous avons vu les changements avec Solidarité. Dans les années 80, cela nous a donné un certain espoir que nous pouvions donc commencer. L'opposition a commencé à chercher une nouvelle organisation, de nouvelles structures. Et donc, avec un ami, nous avons décidé en 1989 de créer le Parti social-démocratique en Allemagne, ce qui voulait dire que les racines du Parti communiste qui s'appelait unifié, socialistes, les sociaux-démocrates et les communistes, pour qu'ils soient unifiés. Et nous avons indiqué clairement que c'était un parti communiste. Lorsque nous avons commencé, vous savez, les événements pendant l'année 1989, nous sommes tournés vers la Pologne, avec les premières élections libres. Nous sommes allés en Hongrie, en Roumanie, et en 1989. Et cette expérience était que c'était possible. Et quand je suis revenu avec les histoires de personnes en Allemagne de l'Est qui voulaient partir, je suis revenu pour créer une opposition pour changer ce parti communiste. Et nous sommes ravis que ça ait été mentionné par M. Genscher. Le 9 novembre a été une date décisive. C'était une date. Nous étions sûrs qu'à partir de là, avec une famille démocratique, nous allons réussir cette démocratie. Et c'était clair que deux États démocratiques allemands, à ce moment-là, et pour après créer une démocratie et ensuite la question de l'unité et la liberté au sein de l'Europe et l'acceptation par l'Europe. Je pense que ce 9 novembre, comme cela a été mentionné, les effets de la victoire, la victoire de la liberté au centre de l'Europe, avec donc la chute du mur de Berlin, une résolution pacifique. Et ce que nous avons dû faire dans les années 90, c'était gérer les effets, parce que la victoire
et la liberté nous ont donné l'occasion de réunifier l'Allemagne et de réunifier l'Europe. Et ça, c'est au cœur de l'Europe. Pour que l'Europe puisse être unifiée, c'est un changement pour nous aujourd'hui. Merci. Devant l'Institut Baker, on a un morceau du mur de Berlin et c'est un symbole de liberté, de démocratie. J'aimerais demander à nos participants, où étiez-vous quand vous avez eu l'information que le mur de Berlin était tombé? Je vais commencer avec M. Baker. Moi, j'étais en tant que secrétaire pendant 9 mois quand c'est arrivé. Et moi, je pense que la dernière partie de la guerre froide qu'on avait, j'étais d'ailleurs dans un déjeuner dans le 8e étage de le département d'État. J'étais avec Corazon Aquino, le président des Philippines, dans un déjeuner quand quelqu'un est venu du département de l'État. Ils m'ont donné que le gouvernement de l'Allemagne avait annoncé qu'il y avait une communication libre entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et quand vous sortiez d'ici aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous pouvez regarder dans le foyer une copie de cette note, de ce papier qu'on m'a donné ce jour-là. Mais c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Et même comme tous ces messieurs le savent très bien, la Hongrie avait déjà ouvert une partie du rideau de fer et permettait des gens croisés jusqu'à l'Autriche. Alors c'était évident que des choses allaient se passer. Alors j'ai reçu ce bout de papier avec ce note et j'ai voulu faire un toast. Et à ce moment, c'était des commentaires positifs, bien sûr. Et après, je suis partie. J'ai appelé Monsieur Bush, le président, et il m'a dit, j'aimerais bien si vous pouvez vous excuser avec la présidente Aquino. Et bien sûr, je me suis excusée et je suis partie. Je suis allée à la Maison Blanche et c'est là qu'on a été d'accord à dire que ça, c'était pas un moment pour que les États-Unis soient triomphants. Parce que pour vous qui vous rappelez du président Bush, vous vous rappelez bien que M. Bush avait reçu beaucoup de critiques parce qu'il n'avait pas démontré plus d'émotion quand le mur était tombé. Parce que, bien sûr, rhétoriquement, on était d'accord avec eux, mais dans la manière qu'il a tout géré, il savait qu'on avait beaucoup de travail avec les leaders avec non pas seulement la réunification de l'Allemagne, mais clairement, il ne voulait pas être devenir un héros nécessairement, mais cette soirée-là, à la Maison Blanche, on est resté là, on en a parlé, et puis on a confirmé qu'il y avait du trafic normal entre les deux pays. Est-ce qu'il y a eu un moment où on aurait voulu faire un toast avec du champagne? Bon, comme je vous ai dit, je l'ai fait pendant le déjeuner, j'ai fait cela, mais il paraissait que, évidemment, le mur allait tomber, mais je ne crois pas que c'était pas le moment de la fin de la guerre froide. Comme quelqu'un l'a déjà dit, c'était le début de la fin. Mais la guerre froide, est finie. Après, Monsieur Dumas. Je voudrais, pour évoquer cette journée de novembre, parler d'abord de ce que nous étions en France.
C'était le dernier semestre de l'année 89, et la France présidait la Communauté européenne. Vous savez que cette présidence tournait tous les 6 mois. C'était le tour de la France, au milieu de ces événements, de présider et de réunir les pays de la communauté. Conformément aux usages, le président de la République, accompagné de son ministre, c'est-à-dire ma personne, faisait le tour des capitales pour parler du sommet européen qui devait avoir lieu en décembre, donc un mois plus tard. Et ce jour du 9 novembre, nous avions rendez-vous pour discuter justement du sommet à Copenhague, au Danemark, avec les autorités danoises. Nous avons donc appris la chute du mur dans la journée à Paris, par la radio et la télévision, et le soir, nous étions pour en discuter avec les Danois, mais entre-temps, nous étions tous au téléphone. Nous n'avons pas été surpris, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il y avait une lente détérioration des relations avec l'Allemagne de l'Est et avec les pays de l'Est, et que tout cela était un aboutissement et un départ d'autre chose. Mais dès le lendemain, nous étions à Paris, et dès le lendemain, le président Mitterrand m'a dit « il faut que je parle absolument à Gorbatchev ». Parce que dans notre idée, qui était la première, c'était comment les choses vont se passer maintenant. Et la première préoccupation, évidemment, puisque les troupes russes étaient dans les pays de l'Est, c'était qu'est-ce que vont faire les troupes russes. Il y avait tellement eu de tentatives dans le passé, on les a évoquées tout à l'heure, qu'on ne savait pas si Gorbatchev allait continuer sa politique de perestroïka et de glasnost, ou si au contraire il allait revenir à la tradition de l'URSS dure, et s'il allait faire bouger ses armées. Et donc le lendemain, il y a eu une conversation très longue entre Gorbatchev et Mitterrand. Mitterrand a commencé en lui disant, j'étais là, c'est moi qui servais d'interprète, lui a commencé en lui disant, ce qui se passe est quand même extraordinaire. Et savez-vous ce que Gorbatchev lui a répondu? Sur le champ, sur le vif. Il lui a répondu, oui, c'est extraordinaire, il est bien dommage que cela ne se soit pas passé plus tôt. C'est-à-dire que Gorbatchev avait déjà son idée sur l'évolution des choses. Et tout de suite après, nous avons organisé la rencontre avec Gorbatchev, parce qu'il faut vous dire que déjà les deux grands, ils m'excuseront de dire ça en leur présence, les deux grands qui étaient l'Américain et le Russe s'étaient rencontrés à Malte et qu'il fallait donc que nous sachions ce qui s'était dit, puisque nous représentions l'Europe et que l'Europe n'était même pas invitée, donc le président de la République en avait un peu quelques soucis, je dirais ça diplomatiquement. Donc, d'autant plus qu'il ne parlait plus là au nom de la France, mais au nom de l'Europe. Alors donc, ça faisait passer les choses. Et donc, Mitterrand a dit, il faut que je voie Gorbatchev. C'est là que nous avons organisé la fameuse visite qui était tellement critiquée en Allemagne de l'Est, tout de suite après cela. Donc, nous avons su le 8, le 9, très exactement à Paris, puisque la question posée était où étiez-vous? C'était à Paris. La nouvelle du mur, et nous avons commencé les consultations, à commencer par Gorbatchev, dont je dis la réflexion pour montrer qu'il était déjà décidé à aller plus loin, ce qui nous rassurait en quelque sorte. Il n'allait pas faire comme au moment de la Tchécoslovaquie ou de la Pologne, faire bouger ses armées dans le cadre du pacte de Varsovie, mais il allait laisser aller les événements vers la perestroïka. Ce qui explique que quand Kohl, dont j'ai parlé tout à l'heure, fera sa proposition en 10 points de confédération avec l'Allemagne de l'Est sur 10 ans, Gorbatchev, que nous voyions à ce moment-là, était furieux. Il a dit, mais c'est un retour au Troisième Reich. Ce n'est pas sérieux parce que ça va contrarier le mouvement. Et le mouvement, c'était ce qu'il avait déjà dit dans la conversation, à savoir, c'est dommage que les choses ne soient pas passées plus tôt. Il était déjà convaincu que la direction qu'il avait choisie était la bonne, et je peux dire aujourd'hui, devant vous tous, et des gens informés, rien n'aurait été possible, les choses se seraient probablement passées autrement, et on ne peut pas savoir comment, sans la présence et l'énergie de Gorbatchev. Gorbatchev a été l'artisan, un peu passif, mais intelligent, de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne suis pas sûr, du reste, que toutes les puissances de l'Occident, on en aura la preuve par la suite, on en parlera peut-être,
et compris combien était importante la relation avec Gorbatchev et la politique qu'il avait initiée. C'était très important. Et ce jour-là, le 9, le seul qui avait déjà compris et qui nous rassurait, c'était Gorbatchev. Voilà. Merci. Thank you. Voilà. Minister Genscher? Ministre Genscher, Yeah. I mentioned before that j'ai mentionné tout à l'heure que le chancelier in Warsaw, but what happened était à before? Varsovie, In summer 89, mais pendant l'été 89, des dizaines de milliers d'Allemands ont passé leurs vacances en Hongrie et ils ont décidé d'y rester, de ne pas rentrer en RDA. Et le 10 septembre 1989, le système communiste réformé, les leaders ont pris une décision courageuse. Ils ont décidé d'ouvrir leurs frontières avec l'Autriche. On les a beaucoup critiqués en RDA. On les a traités comme des traîtres. Ils n'ont pas été critiqués par le leadership à Moscou. Et ensuite, les frontières entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie ont été fermées. Et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de réfugiés se sont réfugiés à l'ambassade à Prague. C'était la fin septembre. Il y avait 4500 personnes dans une ambassade et dans les jardins de l'ambassade. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? En même temps, il y avait donc l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, on a eu l'occasion de parler au ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Et le 29 septembre, juste avant de partir de New York, j'ai reçu un message comme quoi le lendemain matin, on nous donnerait les conditions, comment les personnes pourraient sortir de l'ambassade pour se rendre en Allemagne de l'Ouest. Et ces décisions étaient remarquables. Nous avions parlé de ce que pouvait faire la Tchécoslovaquie, passer de la République, directement de la République, par la frontière commune, pour passer, prendre le train. Des trains pour passer par la RDA sans s'arrêter. 20 jours plus tôt, on avait critiqué l'ouverture des frontières ou la fermeture des frontières. Et donc, 20 jours plus tard, c'était l'ouverture. Donc, c'était un signal clair que ça n'allait pas durer. Pourquoi est-ce qu'il y avait le mur en août 61 lorsque la RDA a décidé de mettre ce mur? Il y avait la concurrence entre deux systèmes. D'un côté, la démocratie et le système socialiste de l'autre. Et des milliers de personnes, tous les mois, sont partis en 52. Moi-même, je suis parti dans ce même mois. 30 000 personnes en sont parties.
Ils ont donc ce transfert a été stoppé, mais en 89 nous avons eu une situation qui ne pouvait plus durer. Ces politiques ne pouvaient plus durer. En même temps, les protestations ont commencé dans les villes qui ont été mentionnées. Donc ce sont les personnes dans la rue qui ont tout fait. Mais je pense que cela ne serait jamais arrivé sans la position claire de l'Union soviétique. Et cette position était pas de recours à la force. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Et c'est la raison pour laquelle Gorbatchev, qui a été à l'origine de la réunification de l'Allemagne, accepter que l'Allemagne soit qu'elle soit membre de l'OTAN et soit un membre de l'Union européenne. Ce n'était pas une décision facile pour le leader de la Russie ou de l'Union soviétique. Et j'admire ce courage que Gorbatchev et Shevardnadze ont eu. Merci. Lord Paul. Donc, pour revenir à votre question, où j'étais et ce que je faisais, si vous me demandiez en ce qui concerne la semaine dernière, je ne pourrais probablement pas vous dire, mais le 9 novembre en 89, on se souvient tout le temps comme le jour de l'assassinat du président Kennedy, comme on l'a déjà entendu, le président américain à la Maison Blanche, Monsieur Dumas au palais de l'Élysée et au Bundestag. Donc, moi, j'étais dans une petite maison, construite en 1940. Donc, et j'étais donc là-bas. En début de soirée, je regardais la télévision et j'ai soudain vu ce qui se passait. Donc je suis montée voir Margaret Thatcher et je lui ai dit il y a quelque chose de très, très intéressant qui se passe et il faudrait regarder la télévision. Et évidemment, elle n'avait pas la télé. Donc nous sommes redescendus pour regarder ma télévision et je pense que Margaret Thatcher a eu 3 émotions. D'abord la surprise. On n'avait pas idée que ça allait se produire aussi rapidement. Et on a vu après l'incompétence de la RDA. Donc c'était d'abord la surprise, sa première émotion. Ensuite c'était la joie, le pire symbole de la division européenne. Et qui prenait fin, et ça c'était merveilleux. Et ensuite c'était la précaution. Lorsque des empires comme l'Union soviétique qui commencent à s'écrouler, il faut être très prudent. Est-ce que la joie naturelle du peuple peut être contenue ou est-ce qu'il va y avoir des incidents et les forces soviétiques qui s'en mêlent? Ça aurait très bien pu se produire. Si quelqu'un était abattu, il y aurait donc des ennuis. Donc ce sentiment a été renforcé le lendemain lorsque Margaret Thatcher a parlé au chancelier Kohl et lorsqu'il lui a dit sa joie, elle s'est trouvée soulagée, mais ensuite l'ambassadeur soviétique nous a demandé de venir parce qu'il avait un message de la part de Gorbatchev. Et en général, ce n'était pas des bonnes nouvelles, donc on se demandait ce qui allait se passer. Donc on a appelé la Maison Blanche et M. Scowcroft qui avait reçu un message similaire. C'était un message très contenu de M. Gorbatchev, comme M. Dumas nous en a parlé, qui disait que nous devons être prudents. Il faut éviter les provocations, c'est un moment très délicat. Et donc, tout était justifié à ce moment-là. Mais j'aimerais dire une dernière chose. C'est facile de mettre
mettre l'accent sur la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne, mais il y avait d'autres événements, par exemple le massacre à Tiananmen. C'était un moment très important au niveau diplomatique dans le monde entier. Et la chute du mur a vraiment occulté tout ce qui se passait ailleurs. Minister Merkel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, d'après mon expérience, le 9 novembre, c'était le jour le plus important parce que depuis ce jour-là, on était sûr que c'était possible d'établir une démocratie. Et après, le soir du 9 novembre, on a eu une réunion à Markkebod, une ville près de la frontière, et on a organisé et préparé la base du Parti démocratique social. Et le soir, on a vu à la télé ce qui s'était passé et la différence par rapport au reste du monde. Je n'étais pas tellement content, moi, parce que pour moi, ce jour-là et ce moment, c'était clair. Il voulait éliminer le mur, c'est clair, mais après avoir une démocratie, alors pour moi, c'était le premier message que ça serait plus compliqué, parce qu'il faudrait plus d'acteurs. Il y aura plus de personnes qui vont participer de cette œuvre de théâtre. Et pour moi, c'était un moment un peu bizarre. Alors, si je pense à cela, je me rappelle qu'il n'y a pas tellement de différence entre ce que je me rappelle du 9 novembre et d'octobre le 3. Pour moi, c'est un événement seul. Mais ce n'est pas vraiment un seul cas. Alors, quand je me rappelle de cela, c'est plus facile de se rappeler et de déclarer pourquoi est-ce que les gens, après le 9, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une table ronde? Pourquoi est-ce que la République, les élections de la République démocratique, si on regarde en arrière, ce n'était pas clair, mais c'est important parce que pour nous, c'était important à l'époque savoir qu'il fallait négocier la réunification. Et ça, c'était important. C'était un point très important dans le cadre qu'on avait. C'était très important dans tout ce que dans les réunions avec monsieur Shevardnadze nous attend. Alors, je pense que je vais continuer avec mon discours un peu plus tard. Mais simplement pour dire qu'on doit on doit savoir comment est-ce qu'il faut réagir. Le processus de réunification est devenu un processus. Avant ça, personne dans l'Est ou l'Ouest avait une stratégie claire de comment l'achever, cette réunification. Et cela était clair, que les États-Unis, les alliés, l'Allemagne de l'Ouest, faisait partie de la solution, bien sûr. Et si la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, cela n'a pas été mentionné à l'époque, mais c'était important. Monsieur Genscher, dans le discours qu'il a fait dans les Nations Unies, il l'a mentionné, mais c'était plus difficile que pour Monsieur Kohl de résoudre ce problème de la frontière. Pour nous, c'était clair qu'il fallait accepter cette frontière. C'était la responsabilité après la Deuxième Guerre. Si vous voyez les discours de M. Kohl, il parlait
de ce point qui était important de la réunification de l'Allemagne. Mais ça, c'était difficile. Mesdames et messieurs, je pense que maintenant, c'est Monsieur Shevardnadze, le ministre depuis Tbilissi. Bonjour, écoutez. Je suis là avec tous vos anciens collègues et avec l'historien Monsieur Brinkley. En premier, j'aimerais vous donner la bienvenue à tous mes collègues, vous dire bonjour. Merci beaucoup. Monsieur Baker, qui a commencé cette réunion et qui a organisé ce soir. Je vous dis bonjour à tous mes collègues, tous mes amis, nos amis. Et nous savons, je suis désolée de ne pas être avec vous aujourd'hui. Le problème est que à mon âge, j'arrive même pas à très bien entendre et le médecin m'a dit que c'était très dangereux de voyager dans ces conditions. Alors je suis obligée de suivre les recommandations de mon médecin. Alors, brièvement, en 2 mots, je voudrais dire que ce qu'on a fait ensemble, on a pu bien le faire. Ce qu'on a fait, c'est changer le monde. Ça, c'est le résultat du fait qu'on pense de la même façon. On a travaillé tous ensemble et on pense de la même façon. En tout cas, ce qu'on a pu accomplir ensemble, peu de monde pour le monde. J'essaie d'expliquer dans mon livre, dans mes mémoires. Et j'ai dit que la chute du mur de Berlin, c'était un événement très important. Et je vais essayer de répondre les questions et je vais essayer de participer de ces conversations. Je crois que cette réunion aura des très bons résultats. On s'est battu pour les mêmes causes, on s'est battu ensemble et on a pu changer le monde. Le monde n'est pas ce qu'il était avant. Je voulais vous demander, apparemment, alors la décision du Kremlin aurait été vraiment la possibilité. Il semblait que la plus grande menace aurait été une décision du Kremlin d'envoyer des troupes soviétiques. Est-ce que ça aurait vraiment pu se passer? On discutait sur la possibilité du Kremlin d'envoyer des troupes soviétiques pour empêcher que la chute du mur de Berlin se passe. Bon, alors, avant du commencement de la réunification
de l'Allemagne, les troupes soviétiques étaient déjà à Berlin. Il y avait 500 millions de personnes que Staline avait envoyées à Berlin et en Allemagne. Et ce n'était pas nécessaire d'avoir tellement de troupes soviétiques. Mais l'explication qu'on avait pour cela était que les États-Unis, qui étaient l'une des forces d'opposition qu'ils avaient, et à cause des armes nucléaires, si les forces étaient en Europe centrale, près de Berlin, et si les États-Unis utilisaient leurs armes nucléaires, alors ces troupes auraient été commandées à se battre contre elles et de prendre toute l'Europe jusqu'à l'Atlantique, jusqu'à l'océan Atlantique, bien sûr, parce qu'ils étaient les alliés des États-Unis, tous ces pays. Et alors, à l'époque, quand on parlait de la réunification de l'Allemagne, vraiment, on n'avait aucun sens d'avoir tellement de troupes là-bas. On parlait d'où étiez-vous quand quand vous avez appris que le mur était tombé? Je me souviens très bien, c'était le 8. Et j'aimerais bien clarifier que la chute du mur, on ne peut pas parler de ce processus comme un événement qui est arrivé dans une seule fois. C'était un processus. Il y a eu des démonstrations, des fois il y a eu des représentatifs à Berlin. Et ils étaient en train d'essayer d'empêcher ces démonstrations. Et le jour où on a appris de l'ambassade ces informations qu'il était possible pour les Allemands de l'Est de passer d'un côté à l'autre, c'était important que les troupes soviétiques puissent participer si nécessaire. Il y avait des accords en ce qui concerne les troupes et on a été d'accord à ce que ces troupes ne s'utilisent pas. On a décidé de voler le 9, on est arrivé à Berlin. Et peut-être vous me demandez pourquoi 2 personnes doivent aller à ce moment-là. Mais si les troupes étaient commandées d'aller défendre, peut-être que le ministère des Affaires extérieures ne nous aurait pas entendus. Alors, c'était important pour nous d'y aller pour être sûr qu'on empêcherait des problèmes. C'était un événement qui aurait aidé, à la limite, finalement, le processus de réunification de l'Allemagne. Et cela ne s'est pas passé d'un jour à l'autre. C'est un processus qui a pris beaucoup de temps. Merci. Edward, j'aimerais dire encore une fois, ça c'est Monsieur Jim Baker. Je suis très content que vous soyez avec nous, spécialement parce qu'il est 4h30 chez vous à Tbilisi, Georgia.
Et aussi, je voudrais dire que tous les intervenants qui sont ici aujourd'hui ont dit que vous et Mikhail Gorbatchev ont tout le mérite pour ne pas utiliser la force pour que l'Empire continue à exister et pour avoir une fin pacifique à la guerre froide. J'aimerais dire que pour le processus de réunification de l'Allemagne, Gorbatchev a eu un rôle très important. Sans lui, cela ne se serait jamais passé. Si on a le temps, j'aimerais vous rappeler que notre réunion, M. Baker se rappelle sûrement à Ottawa, la capitale du Canada. On a eu une réunion et quand on s'est réunis, on a parlé de tous ces points. Et quand on a fini de parler, M. Baker s'est retourné vers moi et il m'a dit: est-ce que nous étions amis? Vous étiez, c'était une réunion très informelle. Est-ce que c'est le moment de penser à la réunification de l'Allemagne? Et malgré le point que je me demande, mais vraiment, on n'a jamais eu une réunion très formelle là-dessus, mais c'est très clair qu'il faut tout éclaircir, mais je voulais aussi penser de l'opinion de M. Genscher, que M. Baker était d'accord avec ce que M. Genscher disait, que c'était important qu'on parle et qu'on pense à la stratégie pour résoudre la réunification de l'Allemagne. C'était une décision historique et James Baker me disait: alors, qu'est-ce qu'il va faire, Gorbatchev? Quelle est son opinion là-dessus? Et c'est peut-être un peu bizarre, mais moi et Gorbatchev, même si on était amis, on avait beaucoup de réunions, mais on n'avait jamais parlé de cela. Et on lui a demandé plusieurs fois quelle était la possibilité d'avoir une réunification de l'Allemagne, mais il ne disait jamais si ou non. Et après parler avec M. Baker, je suis rentrée au bureau, j'ai appelé M. Gorbatchev et je lui ai dit ce qui se passait. Et que M. Baker m'avait parlé sur ce sujet, qu'on devait parler sur la réunification de l'Allemagne et de réfléchir aux mécanismes pour développer ce processus. Et ce mécanisme du 2+4, vous vous rappelez très bien, M. Baker, ce concept de 2+4 avec l'Union soviétique, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne, avec les deux Allemagnes, il fallait qu'on commence avec ce mécanisme. Ça, c'était les 6 pays. Alors, moi, j'ai dit cela à M. Gorbatchev et malgré le fait qu'il n'a jamais parlé là-dessus, il en avait pensé et après réfléchir pendant quelques minutes, il m'a dit
que ce point doit être décidé à un moment donné. Et c'était un bon moment d'en parler. Et c'était très important que cela ait été mentionné par le secrétaire de l'État à la place des présidents, des chefs d'État, et qu'il voulait commencer à travailler là-dessus. Et alors, ça c'était la relation ça c'était la position de M. Gorbatchev sur ce point. Et celui qui a commencé avec cette idée, c'était M. Baker. Je le vois, je suis très contente de le voir et il me semble que le temps n'est pas passé pour lui. Il est très jeune comme toujours. Le temps ne passe pas pour lui. Est-ce que vous voudriez faire un commentaire? Quels étaient les derniers commentaires? Il vous demandait quels étaient quelle était votre peur là-dessus? Est-ce que vous aviez une certaine peur qu'il y aurait des problèmes? Vous voulez dire avec le processus 2+4? L'accord qui devait être discuté, le 2+4, c'était le leadership qui était prêt à en parler. Mais c'était l'absence. Il fallait parler des problèmes. Est-ce que c'était possible? Le statut d'une Allemagne réunifiée, neutralisé, un pays neutralisé. Shevardnadze a dit il y a beaucoup d'options. Une Allemagne neutralisée, une Allemagne avec deux systèmes de défense ou seulement l'OTAN ou seulement la partie russe. Et il faut voir le pacte de Varsovie où tout le monde a le droit de se joindre à l'OTAN. Il faut être sérieux, avoir la liberté de pouvoir faire ça et rejoindre l'OTAN. Nous en avons parlé avec Edouard Shevardnadze et Mikhail Gorbatchev. C'était la question la plus importante et la plus compliquée. Une fois que nous avons accepté la réunification de l'Allemagne, cela a eu lieu. Cela avait eu lieu 2 ou 3 jours auparavant. Gorbatchev a dit une réunification de l'Allemagne dépend des Allemands eux-mêmes. Nous avons besoin d'un leadership élu démocratiquement et donc nous avons eu les premières élections libres. Après donc la Deuxième Guerre mondiale. Mais la question était quel serait l'aspect externe, la place d'une Allemagne réunifiée. C'était la question principale, en plus de la reconnaissance de la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, la ligne Oder-Neisse. Donc, ça ne me préoccupait pas particulièrement en termes de leadership et une intervention militaire. Edouard Shevardnadze a rappelé que en septembre 88, lors de la réunion à New York, avec les Nations Unies, on a dit, écoutez, il y a les protestations, on avait prévu les manifestations en Allemagne de l'Est.
Mais il ne faut pas répéter ce qui s'est fait en 1953. Toutes ces discussions que nous avons eues autour de la table, je pense que ma conviction était que Shevardnadze et Gorbatchev ne donneraient pas l'ordre d'utiliser la force. Et la réunification de l'Allemagne ne serait pas une menace pour l'Union soviétique. Mais ce n'était pas forcément très clair à ce moment-là, donc il fallait essayer, il fallait négocier. Et ultérieurement, il y a eu la visite de Gorbatchev à Washington. Et avec le président Bush. Et ce qui est décidé, ce qui serait fait. Secrétaire Baker, quelles sont les origines du concept du 2+4? Comment cela a-t-il commencé? Donc, je pense que ça a commencé en janvier, février 1990, lorsque nous avons fait face au forum que nous allions utiliser pour traiter avec les aspects externes de la réunification de l'Allemagne. Il y avait certaines personnes qui pensaient que la réunification de l'Allemagne et les aspects devraient être pris par les 4 pays qui occupaient, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et la Russie. Mais certains pensaient que cela devrait être négocié dans un contexte de 35 nations membres de la coopération européenne. Et il y avait certaines personnes qui préféraient l'idée que seulement les 2 Allemagnes devraient négocier les aspects internes et externes. Ce n'était pas forcément très pratique comme négociation. Donc, surtout après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je me souviens que la première fois que nous avons parlé du cadre en novembre, lorsque je suis venue en 1989, on a dit qui devrait négocier. J'ai dit novembre 90. Est-ce que c'était en novembre 89? Je me souviens avoir discuté avec M. Dietrich. Je pensais que c'était en janvier 90. Peut-être que c'était en novembre 1989, mais on en a parlé un peu. Je me souviens du concept du 2+4, c'est lorsque certaines personnes qui parlaient à la planification au département d'État m'ont donné des papiers et m'ont dit c'est comme ça qu'on devrait négocier les aspects externes de la réunification de l'Allemagne. On l'appelait le 2+4 et ensuite à la fin des années 89 ou au début des années 90. C'était la fin de 1989 lorsqu'on en a parlé. Mais on était devant la cheminée dans mon bureau au département d'État. Donc j'ai dit 2+4 et vous avez dit non. 2. J'ai dit 4+2, vous avez dit 2+4. Et c'est parce que vous avez dit les 2 Allemagnes sont les deux points les plus importants. Et j'ai dit écoutez, ça peut se faire. Je vais parler aux Français et aux Britanniques et voir ce qu'ils en disent. Et tout le monde était d'accord. Donc on est allé à la conférence d'Ottawa où que Edouard Shevardnadze a mentionné, et on a parlé, on a demandé si on devrait parler du 2+4, et tout le monde a dit que c'était un mécanisme intéressant parce que tout le monde à la table avait un intérêt particulier. Mais vous vous souvenez que lors de cette conférence d'Ottawa des ciels ouverts, on a parlé, vous et moi, on a parlé des problèmes et des griefs des autres pays qui n'étaient pas inclus.
Et je me souviens avoir dit, pour ne pas être non diplomate, les personnes qui protestaient le plus. On dit, mais vous n'êtes pas un joueur dans ce processus, et c'était la fin de la discussion. Donc c'est comme ça qu'on a eu le 2+4. C'était un mécanisme très intéressant. Tout le monde était autour de la table. Personne ne pouvait faire des négociations à part. En ce qui concerne les États-Unis, un des intérêts principaux était que l'Allemagne fasse partie de l'OTAN. On ne voulait pas une Allemagne neutre, mais on ne voulait pas que vous alliez avec l'Union soviétique. Donc, on voulait une solution, un arrangement idéal pour tout le monde. Je pense qu'il faudrait que Shevardnadze nous dise lors de la deuxième réunion, il a parlé juste avant la convention du parti, et vous m'avez vous m'avez passé un petit mot disant qu'est-ce que ça signifie, et j'ai dit et ça signifie mettre des rideaux. Lord Powell, pourquoi Margaret Thatcher était-elle moins disposée à accepter la réunification de l'Allemagne? Vous savez, elle était Margaret Thatcher et elle s'exprimait d'une forte voix. Donc je pense que ça provient il y a trois raisons véritablement. D'abord, les gens de sa génération qui ont grandi dans les années 30 avaient des mémoires assez extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait également la préoccupation que l'Allemagne pourrait revenir à des comportements similaires. Évidemment, c'était complètement différent après la Deuxième Guerre mondiale, mais néanmoins, elle y pensait. Et Margaret Thatcher est très admirée. Elle avait une bonne relation avec le chancelier Kohl, mais pas forcément ce que ça aurait dû être. Et c'était tout autant sa faute voire plus que celle du chancelier Kohl, qui essayait beaucoup. Il avait même invité à passer un week-end chez lui. Et je suis allée avec elle et il lui a montré tout ce qu'il y avait à voir là, emmené dans son pub préféré. Et donc, vous pouvez imaginer ce qu'elle en a pensé. Mais à la fin de la visite, il nous a montré la cathédrale romane et il y avait la tombe des empereurs romains. Donc, Margaret Thatcher admirait cela. Kohl m'a emmené derrière un pilier et m'a dit voilà, Margaret Thatcher a une idée maintenant et j'espère qu'elle va réaliser maintenant que je suis européen, et donc il faut que vous réussissiez à la convaincre. Et je lui ai dit que j'essaierai de je ferai de mon mieux. Et donc on est retourné à l'aéroport, on est monté dans l'avion. Et lorsqu'elle montait l'escalier, elle s'est assise après être montée dans l'avion. Elle a enlevé ses chaussures. Elle a dit mon Dieu, il est tellement allemand. Et je dois dire que là, j'avais raté ma mission. Mais pour être plus sérieux, je pense que l'autre préoccupation qu'elle avait concernant la réunification, c'était pas forcément la réunification. Elle ne pouvait pas s'y opposer. Elle a soutenu, mais elle était effrayée
par une réunification précipitée qui déstabiliserait la position de Gorbatchev et Shevardnadze. Elle les admirait beaucoup pour ce qu'ils avaient fait et l'attitude qu'ils avaient prise concernant la liberté en Europe de l'Est. Mais elle était préoccupée par ce qui pourrait venir de ceux qui avaient des positions plus dures. Et ce serait triste et terrible pour le reste de l'Europe de l'Est. La réunification n'était qu'une pièce de ce processus. Il y avait la Tchécoslovaquie, les États baltes qui voulaient la démocratie, le droit de décider et leurs intérêts devaient être pris en considération. Donc ces préoccupations ont rendu Mme Thatcher très difficile. Elle n'était pas unique en ce sens qu'elle a eu des discussions avec Mitterrand et d'autres leaders européens. Et je pense que ces préoccupations étaient partagées par d'autres. Il y avait, mais bon, peut-être qu'elle se prononçait un petit peu plus bruyamment que d'autres. Mais c'était une préoccupation certaine. Évidemment, personne ne savait à quelle vitesse les événements allaient se dérouler. Son idée était elle pensait que la meilleure chose à faire était d'avoir des élections libres en Allemagne de l'Est et un gouvernement élu et qui entraînerait la réunification, ce qui prendrait plusieurs années pour ne pas déranger la stabilité de l'Europe. Donc c'était ça ses préoccupations. Et bon, comme l'histoire l'a prouvé, elle avait tort. Les Allemands, le chancelier Kohl, M. Genscher s'y sont pris parfaitement bien. Et ce n'était pas des choses stupides, c'était des préoccupations réelles. Elle a eu le courage d'en faire part. Voilà. Merci beaucoup. Ministre Dumas, alors la France dans cette situation dans laquelle l'Allemagne avait commencé la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et pourquoi est-ce que la France était prête? Saluer mon ami et lui dire que je suis heureux de le voir en bonne santé, toujours vif, et qui n'est pas atteint par la fatigue ni par l'âge. J'en suis très heureux et je lui fais tous mes compliments. Je voudrais revenir un peu sur cette discussion qui est intéressante à plusieurs points de vue, et notamment sur ce dernier point qui a été soulevé par M. Shevardnadze et qui est la conclusion de toute cette période, c'est-à-dire au bout de 6 réunions quand même, nous avons tenu 6 réunions, il peut s'en souvenir. La dernière a eu lieu à Moscou en présence de Gorbatchev et on a signé un traité. Est-ce que les choses, on a fait un très bon travail, on peut le dire aujourd'hui, et je tiens à le dire devant cette assemblée de doctes, de savants, qu'au fond, aujourd'hui, les choses se sont rétablies en Europe. La communauté est devenue maintenant l'Union européenne avec l'addition de l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne, dans son ensemble, fait partie de l'Alliance Atlantique. Ça fait satisfaction à mon ami Baker, qui ne cessait de réclamer à chaque fois que l'Allemagne unifiée se confirme dans l'Alliance Atlantique. Mais tout ça est fait. Le traité de paix qui est intervenu, le traité de Moscou qui est intervenu après bien des discussions. Vous voyez que les alliés étaient quand même aussi entre eux sévères et savaient argumenter. Et notamment sur cette affaire du 2+4 et 4+2 qui nous a opposés, mon ami Genscher et moi, un grand nombre de fois. Et je crois même qu'un jour, je lui ai dit, mais au fond, 4+2, ça fait combien en Allemagne? Ben, il m'a dit 6. Et je lui ai dit 2+4, ça fait combien en Allemagne? Ça fait 6. Eh bien, c'est la même chose. Il n'était pas persuadé.
Et je lui pose encore aujourd'hui la question, 2 plus 4 et 4 plus 2, c'est la même chose. Évidemment, il y a toujours, en diplomatie, les sous-entendus ou les non-dits. Mais c'est là-dessus que je voudrais revenir avec mon ami Shevardnadze. Il a le souvenir sûrement des négociations du 2 plus 4 à laquelle vous participiez allègrement. Et nous avons rédigé ce traité qui a été signé donc à Moscou, je le répète, en présence de Gorbatchev qui avait tenu à venir présider la réunion. Quelles étaient vos préoccupations majeures, à vous et à Gorbatchev, dans cette possibilité du 2 plus 4 et 4 plus 2 concernant les séquelles de la guerre? On démantelait le pacte de Varsovie, qui a été dissous du reste très peu de temps après. Les troupes allemandes, les troupes américaines se retiraient, les troupes allemandes, les troupes russes se retiraient de l'Allemagne de l'Est. Quelle était votre position? Moi j'ai le souvenir, mais tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table sur ce sujet, c'est pour ça que je veux profiter aujourd'hui de ce que vous êtes là pour nous éclairer si vous vous en souvenez. Moi j'ai le souvenir que vous aviez deux préoccupations, je dirais plus morales que juridiques, plus morales que politiques. La première, c'était l'attitude que les pays qui, de nouveau, acquéraient l'indépendance, tous les pays qui étaient sous la tutelle soviétique et qui revenaient à l'indépendance, quelle serait leur attitude à l'égard des monuments de l'armée soviétique pendant la guerre. Je me souviens que c'était une question secondaire, mais qui avait quand même dans le contexte de l'époque, et surtout dans le contexte d'aujourd'hui, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, une certaine valeur sentimentale. Et je me rappelle que Shevardnadze avait dit il faudrait au moins qu'il y ait un engagement de ces pays d'entretenir ou de maintenir, de balayer, de négocier le nettoyage de ces monuments et qu'il soit respecté. C'était une exigence qui, je le répète, était plus morale que juridique, plus morale que politique. Et vous aviez une deuxième exigence, c'était comment démanteler les pactes. Vous vouliez avoir l'assurance que les troupes, disons, qui étaient du pacte de l'Alliance Atlantique ne viendraient pas trop près des frontières de l'ancienne Union soviétique. Cela, je dois dire, n'a pas été acté dans le traité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une discussion qui s'instaure aussi autour de ce sujet. Mais peu importe, ce qui compte, c'est la discussion et surtout l'esprit dans lequel ces choses étaient abordées. L'esprit qui régnait à l'époque. C'est-à-dire, chacun se retire, les pactes sont démantelés, et on revient à une période de cohabitation pacifique entre les deux blocs. C'était quand même quelque chose d'important, même si, comme on le soutient, et je crois qu'ils n'ont pas tort, mes amis me disent, mais ça n'a pas été acté. Or, on a assisté ces dernières années, avec une reprise des discussions, comme il y en a toujours, à, je dirais, des décisions qui ont été prises d'installer un certain nombre on touche à la politique actuelle, c'est peut-être le sujet que vous allez nous proposer. On assiste à des velléités de l'ancien président des États-Unis, non pas de l'actuel, d'installer des missiles, antimissiles en Pologne et en Tchécoslovaquie. Ce qui pouvait, dans l'esprit de certains, dont je suis, peut-être Shevardnadze va nous le confirmer, j'en sais rien, était contraire, je le répète, non pas à la loi que constitue le traité, mais à l'esprit général d'arrangement qui présidait à cette dernière conférence de Moscou. La meilleure preuve, c'est que je crois avoir compris que ça a été très peu commenté par les journalistes. S'il y en a dans la salle, ils me pardonneront de leur faire ce reproche amical en passant. C'est que le nouveau président a pris la décision d'arrêter ces mesures en disant on prendra d'autres dispositions. Du reste, la Russie avait réagi à ça. Et la réaction, ça a été l'arrêt des négociations sur l'armement conventionnel. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez de ces discussions qui ont eu lieu sur le 2 plus 4, ou le 4 plus 2, ou le 2 plus 4, en tout cas sur les 6, et est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? President Shevardnadze, that's to you.
Merci. Je souhaiterais dire en un mot, répondre à deux questions. Tout d'abord, j'étais toujours intéressée par ce qui se passait concernant le mur de Berlin. Pas forcément juste la déclaration officielle, mais au-delà de ça. Et ma promesse était, en tant que telle, était que malgré l'existence du mur, les représentants de l'Allemagne de l'Est et le peuple avaient des relations avec l'Ouest, de l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait des transferts d'argent depuis l'Est, c'était plus important. Mais depuis l'Est, ça arrivait aussi. Il y avait des échanges de paquets. Donc, ces personnes vivaient leur propre vie et notre mission était de ne pas les ennuyer et de réunifier tout ça et de les laisser vivre leur vie. Et deuxièmement, Hans Dietrich, lorsque la question a été définie concernant la réunification de l'Allemagne, il y a eu des demandes de la part des Allemands selon laquelle l'Allemagne devrait rester dans l'OTAN. Donc, Gorbatchev et moi-même étions contre ça. On était coincés. Donc, le deuxième point était que est-ce que les troupes doivent rester en Allemagne et combien en laisser? Il fallait trouver un compromis. Nous sommes mis d'accord que l'Allemagne serait un membre de l'OTAN, mais le pouvoir serait limité en fonction d'un accord. Je me souviens de 300 000, du chiffre de 300 000. L'État pourrait avoir un demi-million de troupes. L'Allemagne était puissante. Mais nous avons réussi à trouver un compromis. Donc, pour que l'Allemagne puisse faire partie de l'OTAN avec la limitation des forces militaires. C'était très important. Et un autre point sur lequel je voudrais attirer l'attention, la réunification de l'Allemagne n'était pas un problème entre 2 ou 3 États. Il y avait des présidents qui étaient impliqués, Ronald Reagan, que j'ai rencontré 7 fois et 3 ou 4 fois. J'ai parlé de la réunification de l'Allemagne. Ronald Reagan s'en souviendrait. Il y avait il y avait des fois où les réunions étaient difficiles. Les premières fois, c'était difficile. Au fil du temps, ça s'est amélioré et Jim Baker le dira. Et finalement, les réunions avec Reagan, nous avons déjeuné, nous parlions comme des gens ordinaires, pas des gens qui s'opposaient. Donc je voudrais rappeler que c'était... Est-ce que vous vous souvenez de la réunion à Malte avec Shevardnadze, Gorbatchev et Bush père, une réunion à Malte où nous sommes mis d'accord que nous n'étions pas des ennemis. Et Jim Baker
m'a invité et m'a dit que je voudrais vous montrer que ma villa, donc on a mis 4 heures pour y aller et on a eu une deuxième réunion pour la déclaration, pour faire une déclaration. Dans laquelle nous avons dit, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des partenaires. Et ce n'est pas seulement ma contribution, et c'est également la bonne volonté de Reagan, de Gorbatchev, et également le ministre français, Margaret Thatcher également. Et la réunification de l'Allemagne n'aurait pas eu lieu. Sinon, on aurait fini avec une guerre mondiale. Donc, je peux vous assurer que si nous n'étions pas allés à Paris, les troupes soviétiques auraient été impliquées. Donc, et ça aurait signifié une nouvelle guerre. Voilà la situation telle qu'elle était. Peut-être que beaucoup d'entre vous se souviendront de ça. Le ministre Merkel aimerait parler, donc on va vous laisser faire votre commentaire et ensuite nous allons avoir des questions de l'audience. Donc, tout d'abord, Monsieur Shevardnadze, je voudrais dire que lors de notre première visite en tant que gouvernement, il y avait 3 messages pour lui. Tout d'abord, nous ne sommes pas un gouvernement démocratiquement élu. Nous devons obéir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que la réunification de l'Allemagne viendra et aura lieu. Même si Moscou veut y mettre un frein ou veut l'empêcher parce que le peuple de l'Allemagne de l'Est le veut. Et le troisième point était que nous souhaitons respecter les intérêts de l'Union soviétique dans le processus et pour l'avenir de l'Europe parce que il faut empêcher tous les problèmes. Une déstabilisation de l'Europe à l'avenir. Donc, pour nous, c'était 3 points ou 3 messages importants. Ce qui s'est passé à l'époque, je pense que nous n'étions pas arrêtés à la question de l'OTAN. Ma conviction était que après la fin de la division de l'Europe, toute l'Europe doit changer, pas seulement nous. Tout le monde va s'y mettre, ça va continuer. Et j'ai insisté pour le changement de l'OTAN. Et vous vous souviendrez, ce n'était pas si facile d'en parler. Le changement des stratégies, des armes, et bien plus encore. Et cela, il fallait le changer. Ce n'était pas si facile. Je souhaitais au départ que la réunification de l'Allemagne pourrait être la première phase dans ce processus pour changer le système sécuritaire en Europe. Donc, au départ, je n'étais pas un politicien professionnel. J'ai commencé comme ministre des Affaires étrangères. J'ai fini mes années là-bas aussi, mais j'étais vraiment convaincue que le changement du système sécuritaire en Europe était important. Je suis allée à Washington en mars 90 et cette visite était, d'après mon expérience, était que l'OTAN était importante à cause donc de cette situation d'avoir une sécurité intégrée. Faire partie de l'OTAN, avoir une stratégie concrète à l'époque. Et donc, le deuxième point était la question le désarmement. Monsieur Shevardnadze l'a mentionné.
a mentionné les troupes en l'Allemagne ensemble, et d'un autre côté, la question des armes nucléaires. Donc, cette question, comme vous vous en souvenez, n'était pas la question que vous préfériez, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, si vous voyez la situation aujourd'hui, est-ce que cette question doit être résolue à l'avenir par nous tous? Nous devions faire cela, nous devions résoudre cette question. Qui ne pouvait pas être résolue juste à ce moment-là. Secrétaire Baker, je voudrais vous poser une dernière question et ensuite nous aurons quelques questions de l'Assemblée. Mais une question pour secrétaire Baker. J'ai vu plusieurs fois que vous avez parlé, vous avez dit que la chute du mur de Berlin représentait la fin symbolique de la guerre froide. Qu'est-ce qui a représenté la vraie fin de la guerre froide? Donc je pense que la chute du mur était une fin symbolique. C'était plus que cela, comme Hans Dietrich l'a dit, le début de la fin de la guerre froide. Pour moi, l'événement, et Edouard Shevardnadze va s'en souvenir, c'est lorsque lui et moi étions côte à côte à l'aéroport de Moscou, et nous avons condamné les actions de l'agression contre un petit État lorsque l'Irak a envahi le Koweït, et cela a vraiment été la fin de la guerre froide. Lorsqu'un secrétaire d'État américain et son homologue russe sont côte à côte et sont d'accord sur la même question. Donc, avant que je voudrais que l'audience comprenne que nous avions des problèmes difficiles à résoudre, mais on travaillait dans un esprit d'amitié. Sur toute la plage. Vous avez beaucoup entendu ce soir parler des préoccupations et des réserves de certains alliés des États-Unis concernant la réunification de l'Allemagne, particulièrement le Royaume-Uni, la France, et je n'oublierai jamais lorsque nous avons signé le traité, le traité du 2+4 à Moscou le 12 septembre. Je pense que je vais me retourner vers Hans Dietrich de Genscher, et je me suis retournée vers lui et je lui ai demandé quand est-ce que nous allons parler de la question concernant la frontière de l'Allemagne et de la Chine, et il m'a regardé avec des points d'interrogation dans les yeux. Vous vous souvenez de ça? Donc, laissons la parole à l'audience. Monsieur Meikle, il y a quelqu'un qui demande si vous pourriez parler des années 89 et 90. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez dans ce que vous avez fait? Il y avait un mouvement chrétien en Allemagne de l'Est. Et vous, en tant que pasteur, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez maintenant? Oui, j'aurais fait les choses peut-être différemment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'était clair que ce que j'avais en tête au départ, de changer beaucoup de questions européennes liées à la réunification de l'Allemagne qui étaient impossibles. Je le vois maintenant quand je regarde en arrière, je le vois. Donc, personnellement, je n'avais pas forcément les bonnes stratégies. Donc, au final, je dois dire que le traité du 2+4 est, à mon avis, le meilleur des traités concernant la réunification de l'Allemagne. Mais je pense que également
les défis avec lesquels j'ai dû traiter, comme par exemple la question des armes nucléaires, la question de l'intégration de la situation sécuritaire européenne. Si je regarde en arrière, la question du christianisme, du mouvement chrétien est une longue histoire. Je dirais que il y a eu un mouvement démocratique, théologique, pensant que les chrétiens pensent que pour des questions politiques, à mon avis, ça peut être un problème. On peut en discuter de façon rationnelle, mais tout le monde doit le comprendre. Est-ce qu'on il faut le comprendre. Il faut comprendre ce mouvement. Donc il y a une relation, mais en même temps, il faut prendre en compte les différences. Merci. On a une question pour vous, Monsieur Shevardnadze, de l'audience. Est-ce qu'il y avait une peur en ce qui concerne le gouvernement soviétique? Est-ce que vous pensez que c'était possible d'avoir un coup d'État pour remuer le pouvoir soviétique, et quand le mur est tombé, est-ce que cela aurait pu se passer? Pardon, avant cela, je n'avais pas pu entendre la question. Non, la question c'était, est-ce que dans l'Union soviétique, est-ce que vous pensiez que c'était possible qu'en coup d'État, vous auriez enlevé du pouvoir, et à cause de la réunification, est-ce qu'il y avait encore cette peur d'un possible coup d'État? J'aimerais spécialement dire que en ce qui concerne ce point, est-ce que vous avez entendu la question, Monsieur Shevardnadze? ეს პროცესი, გერმანიის გაერთიანების კედლის დანგრევის პროცესი, ეს არ იყო რაღაც ერთდროული მოვლენა. ეს იყო მსოფლიო მოვლენების, მათ შორის ცივი ომის დამთავრების. L'interprète n'a pas allumé son micro. De mettre la fin au mur. Malheureusement, on a dépassé le temps qu'on avait. Alors, je voudrais d'abord remercier tout le monde pour être venu, et non pas seulement pour être ici, mais pour le rôle que vous avez eu dans l'histoire mondiale. Merci beaucoup.